décembre 1940, les travaux de direction du tracé en surface et souterrain sont confiés à notre concitoyen Alex Perret. Il s'agit de creuser une canalisation au départ du quartier Châteauban de 6400 mètres de longueur, 1,8 m de largeur et 2,1 de hauteur, avec une faible pente, 7 dixièmes de millimètre par mètre, pour permettre un écoulement des effluents par simple gravité. Un grand hommage doit être rendu à Alex Perret. Né en 1901 à la Seine, rue Berny, il devient ingénieur géomètre expert, architecte, urbaniste, homme politique. Il est déjà conseiller municipal à Mougins avant la guerre de 39-45. Il sera ensuite résistant, adjoint au maire de la Seine pendant 24 ans. Mais il est aussi homme de culture et d'art, peintre, ami de Picasso, poète, mélomane, photographe, cinéaste, membre de l'Académie du Var, président des Amis de la Seine ancienne et moderne et de la Philharmonique la Seinoise. Hélas, trop tôt disparu en octobre 1974. En 1940, Alex Perret n'a que 39 ans lorsqu'il a en charge le calcul du tracé, de la pente et tous les problèmes techniques de creusement de ce tunnel de 6 km 400 et d'évacuation des déblais. Car jusque-là, aucune étude technique sérieuse n'avait été faite, un simple trait rouge sur la carte. Mais comment évacuer les centaines de tonnes de roches par un boyau aussi étroit si l'on ne creuse que d'un côté? Alex Perret décide de faire forer 4 puits intermédiaires, aussi régulièrement espacés que possible, qui auront entre 41 et 103 mètres de profondeur, mais toujours situés à proximité d'une route pour être accessibles aux camions. Ainsi, on aura les puits de la Colle d'Artaud, des Moulières, des Gabriel et de Bramas. On va ensuite creuser de part et d'autre de chaque puits et essayer de faire se rejoindre les différents tronçons entre eux. Cela pose une série de défis énormes pour l'époque. Comment aligner les puits dans un pays au relief aussi tourmenté et où il n'y a pas d'endroit où l'on puisse voir simultanément l'entrée et la sortie de la galerie? On n'a pas de GPS à l'époque. Il va falloir déboiser les sommets de collines, y placer des balises que l'on va déplacer d'une colline à l'autre. Ensuite, comment répercuter les directions à suivre une fois arrivé au fond des puits? Car pour une erreur d'un dixième de degré d'angle, les tronçons de galerie risquent de ne pas se rencontrer. Que d'heures d'angoisse! Et il y a bien d'autres problèmes techniques. La très faible pente qui doit être uniforme, la nature de la roche qui est très variable. Il va falloir utiliser des boisages puis bétonner, les sources et les nappes phréatiques, la remontée des déblais. Il faut rendre hommage aux travailleurs, aux mineurs de fond, qui se sont succédés 24 heures sur 24, 8 heures d'affilée sans remonter à la surface, sans possibilité d'utiliser d'engins de creusement dans cette étroite galerie, uniquement marteau pneumatique et explosifs. Ceci avec l'éclairage rudimentaire des lampes à carbure, une ventilation médiocre dans le bruit, la poussière ou au contraire dans l'eau comme Moulières. Et il y aura des morts. 2 seront déchiquetés par leur charge de 12 kg de mélinite qui explose prématurément. Et encore ce jeune garçon, marié de la veille, qui va tomber et se noyer dans un puisard. Et ceux 7 ou 8 qui seront victimes de silicose, très grave affection pulmonaire, pour avoir inhalé des poussières de silice. Et sachant que ce travail d'une extrême pénibilité s'est réalisé en grande partie en période de restriction alimentaire, dont 21 mois d'occupation allemande. Au menu des ouvriers, il n'y avait souvent que quelques tranches de tomates et quelques feuilles de salade sans matière grasse. Alex Perret raconte en détail dans son opuscule L'émissaire commun toutes ces heures de souffrance, de drame, mais aussi ces scènes de liesse lorsque s'opérait la jonction des équipes. On venait alors le réveiller dans la nuit, rue Berny, car le géomètre se devait d'être le premier à franchir le passage ainsi ouvert. On chantait alors victoire, avec d'autant plus d'enthousiasme qu'aucune erreur n'avait été faite dans les calculs.
Ainsi, le travail avance. Début 1942, 3 puits sur 4 ont atteint la cote de fond prévue. Fin août 1942, la jonction Châteauban-Col d'Artaud est réalisée. Et ainsi de suite. Cela aura duré plus de 11 ans. Et il faut souligner que parmi les grands travaux exécutés dans notre région dans cette période, s'il en est un qui fut réalisé sans tapage de presse, sans publicité, c'est bien le percement de l'émissaire commun. De ce fait, il reste ignoré par la quasi-totalité de nos concitoyens, qui pourtant sont dans l'absolue obligation de l'utiliser tous les jours. Cet ouvrage avait été conçu pour assurer un meilleur confort et une meilleure hygiène à nos populations. Nul n'avait pu imaginer qu'il se révélerait un jour funeste pour des dizaines de familles seinoises. Nul n'avait pu imaginer qu'il serait, encore inachevé, utilisé comme abri lors des bombardements de la ville par nos alliés anglo-américains et qu'il serait le théâtre d'un épouvantable drame, celui du 11 juillet 1944, qui fit une centaine de morts. Cette horrible catastrophe, cette épouvantable tragédie qui constitue un sujet en soi, nous la raconterons dans un prochain épisode consacré aux années dramatiques traversées par la Seine au cours de ces années 42-44.